Merci, chers amis, merci à Jean-Pierre Papadachi de m'avoir gentiment et généreusement invité à la fin de ces vacances estivales. Je vous remercie d'être venu, malgré la chaleur et les vacances, à cette manifestation très réussie. D'abord, manifestation patriotique et nationaliste, et puis maintenant à ce banquet très chaleureux. J'avoue que c'est toujours un plaisir de venir dans cette région qui est magnifique, toujours ensoleillée. Les gens, un accent chantant, c'est toujours très agréable et reposant face aux difficultés du moment présent. Alors, je dois dire que l'actualité est particulièrement chaude. Je ne vais pas, à la fin d'un repas, alors que c'est la digestion qui commence déjà, parler trop longuement, ni j'espère vous importuner, mais c'est vrai que plus on avance dans le temps, j'ai eu l'occasion, j'avais déjà été invité par Jean-Pierre Papadachi il y a une quinzaine d'années. On avait fait, je crois que c'était à l'époque, le Front National du Var avec Philippe de Beauregard. Tout ça est très vieux. Les choses ne se sont pas arrangées depuis à aucun point de vue, ni dans notre famille de pensée, ni dans notre pays, quand on voit l'évolution des choses sur tous les plans. Que ce soit à travers des faits divers de plus en plus sanglants. Hein. Vous vous rappelez, je l'avais évoqué dans le dernier numéro de Rivarol avant les vacances, des faits divers particulièrement sanglants qui se multiplient et qui sont hélas monnaie courante aujourd'hui. Rappelez-vous, fin juillet, un certain Philippe, 58 ans, chauffeur de bus à Bayonne, qui a été éjecté violemment par des chances pour la France, comme on dit, éjecté de son bus, subissant des coups au thorax puis à la tête, jusqu'à ce que mort s'en suive. Hein. Et là, ça n'a pas fait la une des informations. Le président de la République, le Premier ministre ne se sont pas déplacés comme ils l'avaient fait lorsqu'il s'agit d'immigrés ou d'halogènes. On l'avait vu à travers... c'est lorsque Hollande, dans la campagne présidentielle, était venu, alors qu'un jeune noir avait fait croire que la police l'avait violé, alors qu'il s'avère que c'était évidemment totalement faux. Hein, c'était un trafic de drogue de sa part, etc. Et le cirque dont parlait Jean-Pierre tout à l'heure, le cirque Traoré également, hein, Black Lives Matter, qui a commencé outre-Atlantique, comme on le sait, qui maintenant vient dans tout le continent européen pour culpabiliser les Français et les Européens de souche. Bon. Donc vous avez eu Philippe, vous avez eu Axel Dorier, une aide-soignante de 23 ans, qui alors qu'elle promenait son chien à 2-3 heures du matin, a été fauchée volontairement par une voiture et traînée sur 800 mètres, hein, donc subissant une mort atroce. Vous avez eu une gendarme ou gendarmette, je ne sais comment il faut dire aujourd'hui, près d'Agen, un automobiliste qui a refusé de s'arrêter pour un contrôle de routine et qui l'a fauchée. Elle en est morte, elle avait 25 ans, cette jeune femme. Hein. C'était tous des Français et Françaises de souche qui avaient a priori l'avenir devant elle, et qui finalement sont morts dans des conditions épouvantables. Et on ne peut pas dire qu'on ait beaucoup parlé dans les informations, alors qu'un simple tag sur un mémorial d'Oradour, le président de la République, le Premier ministre, le ministre des Transports se déplacent, on mettra des moyens absolument considérables pour un simple tag. Hein. Alors qu'il y a des tags en permanence dans les rues de France, y compris qui appellent à des meurtres, à des assassinats, qui sont reduriers. Ce n'était pas le cas du tout de ce tag, hein, puisqu'il s'agit d'une controverse historique sur ce qui s'est passé réellement le 10 juin 1944 à Oradour. On sait qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Je ne veux pas m'étendre là-dessus, on a d'autres sujets de conversation. Mais si vous voulez, on voit vraiment l'hystérie, hein, dans tous les domaines, l'hystérie par rapport à cette affaire d'Oradour, mais l'hystérie même d'un point de vue sanitaire, puisque vous avez vu qu'on nous impose un masque. Alors, je ne veux pas trop aborder la question, parce que c'est comme l'affaire Dreyfus, ils en ont parlé, même dans nos milieux, les gens se divisent sur la question. J'ai assisté récemment à un repas où il y avait deux femmes qui sont devenues complètement hystériques, parce qu'il y en a une qui défendait le port du masque, en traitant l'autre de criminel parce qu'elle était contre, et l'autre, à l'inverse, qui disait il ne faut pas le porter, etc. Parce que ça aussi, c'est un élément qui divise les gens. Hein. Et là, les patients se déchaînent. Parce que le problème, c'est que nous vivons aujourd'hui la tyrannie de l'émotion dans tous les domaines. Donc, ce qui fait que les gens ne réfléchissent plus, et finalement, ils ne font que souvent répéter ce qu'ils ont entendu à la télévision, à la radio. Bon, mais moi, je me rappelle quand même à l'école, on apprenait qu'il fallait inspirer pour prendre de l'oxygène, et après, on rejetait le dioxyde de carbone. Moi, il me semble quand même que porter un masque pendant des heures et tout ça, ça me paraît pas une chose très, très bonne pour la santé, semble-t-il. Je connais des gens même qui vont porter toute la journée,
qui ont fini même par s'évanouir, tellement ils n'en pouvaient plus. Donc j'ai l'impression que la santé publique, contrairement à ce qu'on nous dit, je ne crois pas du tout que ce soit la priorité des pouvoirs publics. Hein. Quand on pense qu'on a imposé dans les EHPAD et autres maisons de long séjour le Rivotril, hein, qui a amené à la mort un certain nombre de patients, lorsque vous avez vu que, je crois pendant l'été, c'est toujours l'été qui font les choses les plus abominables, parce que les gens sont en vacances, on ne les voit pas, et il y a eu un amendement à l'Assemblée nationale qui a permis qu'on puisse avorter jusqu'au jour de l'accouchement, jusqu'à 9 mois, vous vous rendez compte, pour des cas de détresse psychologique de la mère. Hein. Et il est évident qu'on peut mettre, avec des médecins complaisants, on peut tout mettre dedans, si vous voulez. Donc c'est quelque chose qui est effrayant. C'est le cas déjà au Canada, dans un certain nombre de pays, et maintenant en France, on en est là, je veux dire, c'est vraiment effrayant. C'est vraiment l'assassinat voulu, prémédité, la culture de mort qui de plus en plus manifeste. Hein. Alors que je dirais comment dirais-je, l'échographie et le progrès de la science montrent que déjà à la première échographie on a affaire à un bébé dont le cœur est formé, qui a des bras, des jambes, un cœur qui bat, qui ne demande qu'à aimer et être aimé. Donc c'est quelque chose quand même qui est effrayant. Comment voulez-vous sauver une civilisation où on tue de manière industrielle les enfants à naître? Je veux dire, ça devrait quand même faire réfléchir. Et si on n'y est pas sensible sur un plan moral, on devrait l'être au moins sur un plan biologique, parce que je veux dire, c'est la nation et ses enfants que l'on tue, et l'avenir en quelque sorte que l'on tue. Donc on vit vraiment dans une civilisation, ou une contre-civilisation plutôt, qui est complètement inversée, qui repose sur le mensonge dans tous les domaines. On évoquait tout à l'heure la question du gaullisme, mais on vit sur le mythe du gaullisme aujourd'hui, qui est une imposture totale. Et tous les partis politiques aujourd'hui, du Parti communiste jusqu'à l'ancien Front National, hélas, aujourd'hui, qui a pourtant été fondé et dirigé longtemps par des gens qui étaient de l'OAS, proches de l'OAS, qui étaient sincèrement et réellement anti-gaullistes, finalement, maintenant, par mode, par facilité, ou par bêtise, ou pour aller dans le sens du vent, finalement, tout le monde cède à une forme de gaullisme, alors que, en réalité, De Gaulle est vraiment, par excellence, non seulement le plus grand commun diviseur des Français, mais le liquidateur de la grandeur française, de son empire colonial, et surtout, il a érigé le mensonge et le parjure en lettres de noblesse, de fausse noblesse en quelque sorte, parce qu'il avait promis de garder l'Algérie à la France, et finalement il a rapetissé la France. Hein. Et il est certain que si le mensonge aujourd'hui empuantit le corps social, la nation tout entière, De Gaulle y est quand même pour beaucoup hein, dans cette affaire. C'est pourquoi Rivarol a toujours été anti-gaulliste. Et il est évident qu'on ne peut pas créer un avenir qui soit acceptable et qui soit positif si on ment sur le passé. Hein. Même si on doit regarder l'avenir, on doit aussi regarder le rétroviseur dans une voiture pour éviter l'accident. Et donc, si on ment sur le passé de la France, si on le falsifie, si on ne le regarde pas en face, immanquablement, on ne peut pas espérer avoir un avenir qui aille dans le bon sens, qui soit positif. Et donc, c'est la raison pour laquelle il convient de dire la vérité dans tous les domaines. Je crois qu'aujourd'hui, notre principale arme, c'est de dire la vérité. Et c'est d'essayer soi-même, ce qui n'est pas toujours facile, au quotidien, d'essayer de s'extirper de ce monde de mensonges, d'impostures que l'on nous fait avaler en permanence. Et aujourd'hui, si on ne dit pas, ne répète pas comme un perroquet tout ce qu'on nous dit à la télévision, on est traité de complotiste, de conspirationniste. Ce qui devient un délit maintenant, hein, puisque vous avez vu qu'ils avaient voulu imposer par Internet la loi Avia, qui devait supprimer sous peine de 24 heures ce qu'ils appellent les contenus haineux. Les contenus haineux, c'est tout ce qui les dérange. Tout ce qu'ils appellent racisme, antisémitisme, homophobie, xénophobie, complotisme, conspirationnisme, sexisme, etc. Tout, quoi, en fait. Tout ce qui les dérange. Bon. Et en l'occurrence, ce qu'on nous demande de faire aujourd'hui, c'est d'avaler sans se poser de questions tout ce qu'on nous dit. Hein, sur la thèse officielle du 11 septembre, sur les thèses officielles relatives à la Seconde Guerre mondiale, sur l'immigration qui serait une chance pour la France, sur le réchauffement climatique, et aujourd'hui sur la dictature ou la tyrannie sanitaire. Vous savez qu'en Australie, ils sont même rentrés cet été dans des maisons, je veux dire, ça devient absolument effrayant. Je réfléchissais l'autre fois, est-ce que vous imaginez, enfin, même les pires tyrans qu'il y a pu y avoir dans l'histoire, ils auraient rêvé qu'on puisse
mettre en résidence surveillée, assigner à résidence des millions de gens. C'est ce qu'on a eu pendant 3 mois quand même. Hein. Alors que je répète quand même qu'un certain nombre de pays qui ne l'ont pas fait, il n'y a pas eu plus de morts, il y en a même plutôt moins, que ce soit aux Pays-Bas, en Suède, au Japon, à Singapour, etc., où on n'a pas procédé à un confinement qui en plus amène à une destruction de l'économie considérable, et notamment de l'économie libre, c'est-à-dire les indépendants, hein, puisqu'au fond, ceux qui souffrent, ce sont ceux précisément qui faisaient la richesse du pays et qui avaient une certaine liberté par leur effort, leur talent, leur dévouement, leur travail, les petits commerçants, les artisans, les chefs d'entreprise de TPE ou de PME, ce sont eux les premières victimes de cela, parce que par exemple, les manuels de grande distribution pouvaient parfaitement aller faire ses courses, même tous les jours si on le souhaitait, dans ces centres-là. Par contre, les petits commerces étaient interdits d'ouvrir. Bon. Donc le petit aubergiste ne pouvait pas ouvrir, mais par contre le McDo qui fait du drive, etc., vous savez, c'est-à-dire à qui on peut prendre des repas en voiture, etc., eux n'ont pas été lésés, si vous voulez. Donc ce sont toujours finalement les plus puissants ou les plus nocifs, finalement, qui l'emportent. Ce qui d'ailleurs est quand même très suspect quand on y réfléchit, finalement, dans cette affaire. Parce que si on avait voulu détruire l'économie occidentale, ou ce qui en restait, on ne s'y serait pas pris autrement. Hein. Et il y avait quand même d'autres façons de procéder. Et là, vous avez vu, quand vous écoutez la télévision, la radio, il y a une psychose dans cette affaire qui est effrayante, alors que comment dirais-je, l'épidémie semble être quasiment en voie d'extinction, semble-t-il, en tout cas sous nos latitudes. Eh bien, il y a vraiment une psychose qui est absolument effrayante. Dans un grand nombre de villes, on est obligé, même dans la rue, de mettre les masques. J'ai lu aujourd'hui que même le maire de Paris, l'affreuse Anne Hidalgo, l'avait imposé dans Paris, la petite couronne. Alors on se demande s'il faut faire une exemption pour ses amis les cyclistes vis-à-vis de ses alliés écologistes, bon, les bobos qui font du vélo à Paris. Bon, mais si vous voulez, on vit vraiment dans n'importe quoi. Et c'est quand même... Et d'ailleurs, d'un point de vue symbolique, cette espèce de masque qui ressemble à une serviette hygiénique, il faut dire ce qui est, elle en a la forme, eh bien, je veux dire, c'est quand même une forme de muselière moderne, quoi. Et finalement, moi, je trouve qu'il y a quand même, symboliquement, c'est très fort, parce qu'on ne peut plus rien dire dans notre pays sur un nombre de sujets de plus en plus importants, et finalement, c'est la muselière physique qui ne fait finalement... qui va de concert avec la muselière mentale, hein, et morale, finalement, avec toutes les lois dites mémorielles qui nous imposent, loi Pleven, loi Guesso, loi Lelouch, ils en rajoutent encore. Vous avez vu ce qui est arrivé fin juillet à Alain Soral, président d'Égalité et Réconciliation, qui sortait de chez lui à Paris, à Saint-Germain-des-Prés, et qui a été appréhendé par 4 policiers, 3 hommes et une femme, qui a été mis en garde à vue pendant plus de 48 heures, et qui a failli rester en prison. Finalement, le parquet avait demandé une détention provisoire, alors qu'il s'agit de délit de presse. Alors ils ont ressorti, moi je ne connaissais même pas, je dois dire, cette infraction, ils ont ressorti, ils ont dû chercher pour retrouver ça, c'était des dispositions qui étaient prises contre les anarchistes à la fin du 19e siècle, sous la Troisième République, où effectivement les anarchistes avaient commis un certain nombre de crimes, ils avaient même assassiné plusieurs présidents de la République de la Troisième, bon. Et donc il y avait eu des lois d'exception qui avaient été prises et votées à l'époque. Et donc, ils l'ont utilisé contre Soral, et notamment ils l'ont mis en examen pour, je cite, provocation publique à la commission d'un crime non suivi des faits. Et donc là, on peut avoir jusqu'à 5 ans de prison ferme dans cette affaire-là. Et alors, j'ai vérifié, c'est le seul cas en droit de la presse où il peut y avoir une détention provisoire. Bon. Et donc, c'est pourquoi le parquet l'avait demandé. Et comme il y a quand même encore en France une distinction, une différence entre les magistrats du parquet et les magistrats du siège, les magistrats du parquet avaient demandé l'incarcération préventive, et la magistrate du siège, le juge d'instruction, n'a pas jugé bon de le faire. Bon. Mais il y aura quand même un procès. Mais vous voyez quand même que c'est comme inouï. En droit de la presse, moi j'avais jamais vu ça en France, hein, jusqu'à présent quand même. Bon. Donc on voit très bien que de plus en plus, il y a une forme de tyrannie qui se met en place, à la fois sur les réseaux sociaux, on le voit, mais un peu partout. De plus en plus, il me semble qu'on vise ce qu'ont vécu un peu les gens qui ont vécu dans les pays de l'Est, sous le régime communiste, hein, où on devait faire attention quand on sortait dans la rue, si on allait au restaurant, dans les transports publics, ce qu'on disait à son voisin, etc., de peur d'être écouté, espionné, qu'il y ait des délations. Vous savez que la délation, aujourd'hui, elle est non seulement autorisée, mais favorisée, hein, sur les réseaux sociaux, mais même, rappelez-vous, pendant le confinement, des gens qui ont dénoncé leurs voisins, et qui sans doute le faisaient en étant fiers d'eux, en pensant qu'ils étaient des citoyens de grande qualité.
rappelé des gens qui ont dénoncé le fait que près de chez eux, il y avait des messes grégoriennes qui étaient chantées et la police est venue. Il y a eu plusieurs cas, hein, en province et aussi à Paris. Enfin, on vit vraiment dans un monde de fous. Hein. Et le problème, c'est que face à cela, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'apathie générale. Il faut dire aussi qu'on est tellement surinformé et désinformé qu'il y a une forme un peu, d'apathie. Vous savez, dans La France contre les robots, Bernanos a des phrases magnifiques et définitives. Il l'a écrit en 1944, que dirait-il aujourd'hui, sur le fait que ce qu'il appelle le paradis des imbéciles, la civilisation des imbéciles, où l'on prive les gens, les honnêtes gens, des vérités, des humbles vérités auxquelles ils auraient droit, hein, d'où l'on vient, qui sommes-nous, où allons-nous, le bien, le mal, etc., pour finalement les inonder d'un certain nombre de choses auxquelles ils ne comprennent rien, dont ils ne connaissent ni le début, ni la fin, ni l'aboutissement, ni qui sont les véritables responsables de cela, et qui finalement, péremptoirement, s'expriment. Je vois par exemple, dans l'affaire d'Oradour, là, j'entendais des gens qui disaient « c'est scandaleux, il faudrait le châtier violemment, celui qui a fait un tag », alors qu'ils ne connaissent rien à l'affaire, ils n'ont pas du tout étudié. Je veux dire, les gens répètent à la télévision sans connaître du tout le sujet. S'ils connaissaient un peu le sujet, ils se demanderaient comment se fait-il qu'une église qui officiellement a été brûlée et mise à feu par les Allemands, comment se fait-il que le confessionnal qui était en bois, et on peut le voir encore, est parfaitement intact, que les fleurs de l'autel de la Sainte Vierge sont complètement intactes, que les corps qu'on a retrouvés, c'était pas des corps calcinés, mais c'était des corps tels qu'on les retrouve après une explosion. Bon, voilà, et que la thèse selon laquelle il y aurait une explosion, parce que dans beaucoup de clochers, la résistance locale mettait un certain nombre de munitions, je veux dire, paraît tout à fait plausible. En tout cas, ça mériterait au moins qu'il y ait une confrontation entre historiens objectifs là-dessus, et que les points de vue puissent s'exprimer en toute liberté. 75 ans après les faits, le respect des victimes, c'est de dire la vérité, toute la vérité. Ça n'est pas de colporter les mensonges. D'ailleurs, en principe, quelqu'un qui dit la vérité, la vérité, elle ne craint pas les insinuations, elle ne craint pas le débat, elle ne craint pas la confrontation des arguments. Bon, donc en général, c'est une attitude de menteur inquiet qui amène tout de suite à la répression, qui veut faire taire les gens, qui interdit les ouvrages qui vont pas dans le sens historiquement correct. Ça n'est pas un bon signe. Hein. Dites-vous toujours que lorsqu'on refuse de débattre un point de vue, lorsqu'on refuse de donner la parole à un adversaire qu'on diabolise, il faut refuser toute diabolisation. Et il est évident que les diabolisations, ça n'est pas acceptable. Rappelez-vous Saddam Hussein, les armes de destruction massive, dont on a su, enfin les gens qui s'intéressaient au dossier le savaient dès le départ, que c'était un mensonge éhonté, et qui a amené quand même des dizaines ou des centaines de milliers de morts, d'abord par le blocus, puis par la guerre, des destructions matérielles considérables, et le chaos et l'anarchie au Proche-Orient. Bon, donc les mensonges, ils ont quand même des conséquences inouïes, et n'oublions pas que c'est quand même Satan qui, dès le commencement, est menteur et homicide, hein, il ne faut pas l'oublier. Hein, bon. Et donc, on a véritablement affaire à des pouvoirs, à des régimes qui sont menteurs et homicides dès le commencement en permanence, dans tous les domaines. Hein. Ils sont vraiment là pour nous détruire. Et les gens qui en douteraient par gentillesse, par bonté d'âme excessive, il suffit de voir les résultats. Si c'était simplement par ignorance ou par erreur, on ferait marche arrière. Alors on va toujours plus loin dans la folie, dans tous les domaines. Donc c'est bien la preuve qu'il y a une volonté de nous éliminer. Quand on voit les folies du lobby LGBT, par exemple, ce qu'on enseigne dans les écoles publiques et privées sous contrat à nos enfants, à nos têtes blondes et crépues, aujourd'hui, c'est quand même effrayant. Sur la théorie du genre, ça va de plus en plus loin. Hein. Il faut se pincer pour y croire. Hein. Les folies du lobby gay, mais le lobby gay n'est qu'un instrument. Ce sont les cénacles mondialistes qui promeuvent tout ça pour détruire notre pays. Et de ce point de vue-là, les sites communautaires sont extrêmement en pointe. Hein. Vous allez sur la LICRA, sur le CRIF, ils sont à fond pour lobby LGBT, la théorie du genre, et c'est les mêmes qui sont également contre le prétendu racisme des Français, le prétendu antisémitisme, voilà, et qui est une façon de nous détruire et surtout de nous tétaniser, parce que ça tétanise les gens. Les gens ont peur, on crée une peur panique, et il y a une forme d'autocensure qui se fait. Ce qui fait que, même parfois, même au sein des familles, il est difficile de s'exprimer librement sur un certain nombre de sujets sans que ça crée des heurts, des incompréhensions, parce que ce sont, encore une fois, je le disais, la tyrannie de l'émotion et les passions qui s'en mêlent. Alors que souvent, ce sont des gens qui ne connaissent rien au dossier, où ils s'expriment péremptoirement. C'est ça la civilisation des imbéciles, hein, que dénonçait Bernanos. Et ça, les médias de masse favorisent tout cela.
Hein. C'est évident qu'autrefois, le paysan qui cultivait son champ, qui s'occupait de ses animaux, qui contemplait le ciel, en voit l'Angélus de Millet, c'est magnifique. Bon, je veux dire, il avait le contact avec la nature, avec le ciel, avec la terre, il avait l'essentiel finalement. Alors qu'aujourd'hui, avec la télévision, les grands médias, les gens essayent de discourir, ils se veulent tout à fait intelligents sur tous les sujets, alors que finalement, ils ne savent et ne connaissent que ce qu'ils entendent d'un canal, et en plus, souvent, il y a des contradictions permanentes. Regardez quand ils interrogent des scientifiques, des médecins, ils disent tout et son contraire. Hein. Les gens disent qu'il n'y aura pas de deuxième vague, que l'épidémie est terminée, d'autres disent le contraire, d'autres tiennent un discours apocalyptique, d'autres non. Donc en plus, on génère une confusion des esprits, un désordre mental qui est effrayant. Et c'est la raison pour laquelle, face à cela, il faut toujours en revenir aux principes et en revenir à des choses simples et claires. Il faut défendre la France, son pays, sa patrie, sa famille, son histoire, essayer de débusquer les mensonges, d'y voir clair, et distinguer le bien du mal. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans l'inversion. On appelle le bien mal et le mal bien. Et donc, c'est tout à fait déstructurant. Et imaginez, pour les jeunes générations, combien c'est dévastateur. Parce qu'autrefois, quand même, il y avait encore une certaine morale élémentaire qui était transmise. Aujourd'hui, il n'y a plus de repères, et même dans toutes les familles. Je veux dire, même, je le dis parce que c'est du concret, parce que le nationalisme, c'est la vie, si vous voulez. Même, j'ai appris récemment, même dans la famille de ma mère, c'est des cousins, des petits cousins, tout ça, j'apprends, chaque fois que j'y vais, j'entends des catastrophes en permanence. Là, j'entends une femme qui était mariée avec un homme depuis 20 ans, elle part avec qui? Avec une autre femme. Je veux dire, j'ai deux cas, moi, deux cas dans la famille de ma femme. Je veux dire, c'est inouï. Il y a 30 ans, c'est imaginable. Mais à chaque fois que j'entends des gens parler de leur situation familiale, ou de celle de leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs cousins, de leurs neveux, c'est effrayant, je veux dire, et c'est de plus en plus effrayant. C'est l'horreur, quoi, je veux dire. C'est l'horreur à l'état brut, quoi, avec tout ce que ça implique. En plus, j'ai été récemment, il y a quelques mois, je le dis parce que je veux dire, ça c'est quand même du concret, ça aussi c'est de la politique, parce que finalement, comme disait Marshall Pétain, la nation c'est une famille de familles. J'ai l'enterrement d'un oncle, j'étais content, je voyais mon village natal, là, et je discutais avec des camarades, d'anciens camarades de classe, etc., un petit peu ce qui devenait, tout ça, bon, quelques banalités, et aucun n'avait une situation matrimoniale régulière. Je veux dire, c'était effrayant. Mais non seulement aucun n'avait une situation matrimoniale régulière, mais c'était des situations inouïes. Il me racontait, il s'était mis avec un type, avec une fille, avec un deuxième, etc. Alors il ne supportait pas les enfants du premier, donc il les tapait. Donc, enfin, je veux dire, mais je pourrais vous raconter pendant des heures. Hein, mais ça n'est pas le café du commerce. C'est véritablement la situation de la France aujourd'hui. Moi, je me rappelle, il y a 30 ans, lorsque j'étais en collège, privé, autant qu'ils m'en souviennent, il me semble que tous mes camarades, sans exception, avaient un père et une mère qui étaient ensemble, qui avaient été mariés à l'église en général. Et je ne crois même pas, à ma connaissance, qu'il y avait eu un seul divorce, ou il y en a peut-être eu un. Bon, c'est vrai que c'était en province, pas à Paris. Mais aujourd'hui, en 30 ans, en 40 ans, il y a eu un chamboulement qui est considérable, qui est aggravé en plus, je dirais, par les réseaux sociaux, par les sites de rencontres, et puis surtout par l'affaissement total de la morale, de la perte de la foi. Voilà, donc, et c'est ça, qu'est-ce que vous voulez, qu'on ne dise pas que ça n'a pas des conséquences considérables. En plus, les gens qui ont des vies si compliquées, comment voulez-vous qu'ils aient le temps de s'intéresser à la nation, à la patrie, à l'histoire de la France, à la défense de notre patrie. Ils sont déjà tellement pris dans des situations inextricables. Et ça aussi, c'est voulu. Hein. C'est évident qu'il y a une volonté de destruction de la famille. Si on l'avait voulu, on aurait pu la favoriser d'abord financièrement, la favoriser moralement, faire en sorte de favoriser la fidélité, la stabilité des familles. Alors que vous prenez le métro, là je vois à Paris, tout ça, vous avez des affiches qui promeuvent explicitement, et avec l'aval de la mairie de Paris, de l'État, l'adultère. Hein, des sites spécialisés dans l'adultère. Quand on sait toutes les conséquences que ça implique, notamment pour les enfants, les traumatismes et tout ça, qu'on favorise ça, c'est hallucinant. Bien sûr que ça a toujours existé, depuis que le monde est monde, ça c'est une chose. Mais une chose est que ça existe, une autre est de le favoriser, de le massifier, de le banaliser, de l'encourager. Je veux dire, c'est quelque chose qui est quand même, c'est quelque chose qui est effrayant, si vous voulez, et dont les conséquences sont incommensurables. Donc c'est la raison pour laquelle il faut revenir au principe, parce que vous savez, il y a un adage qu'on dit souvent, je crois que c'est Paul Bourget qui disait à juste titre, à force de vivre contrairement à ce qu'on pense, on finit par penser comme l'on vit. Et je me rappelle, j'ai eu un maître à penser, je le disais toujours, qui est M. Pierre Sidos, fondateur de Jeunes Nations, l'œuvre française, et qui disait toujours, la révolution, elle commence par soi-même, finalement. Bon, il faut déjà s'extraire soi-même, il faut des petites victoires, déjà se raser tous les matins, faire son lit tous les matins, je veux dire, c'est pas simple aujourd'hui, parce que maintenant qu'en plus il n'y a plus de service militaire, moi, mon cousin me disait, moi j'ai appris à faire mon lit, et à me tenir propre
d'abord à l'armée, au service militaire. Bon, avant, ils ne le faisaient pas, et aujourd'hui, on n'est plus le service militaire, maintenant. Bon. Et donc, si vous voulez, même des choses les plus simples, plus évidentes, où il y a souvent les jeunes générations, sauf bienheureuse exception, ça part à volo. Et aujourd'hui, en plus, on est vraiment dans le virtuel, puisqu'on peut passer des heures entre les jeux vidéo, l'ordinateur, et la télévision, etc. Et la vraie vie n'existe plus. Hein. Sauf que dans le jeu vidéo, on a plusieurs vies, mais dans la vraie vie, on n'a qu'une seule vie, donc il vaut mieux pas la manquer. Il ne vaut mieux pas la rater, et c'est la raison pour laquelle moi je crois vraiment qu'il faut vraiment encourager tout le monde, et notamment la jeune génération, à lire les grands auteurs, à lire Dremont, à lire Maurras, à lire Bardèche. D'abord, c'est une langue magnifique, un français remarquable, et ça reste parfaitement actuel. Pour l'essentiel, il n'y a pas besoin de... il faut se nourrir de cela, de ces références. Autrefois, on parlait de l'honnête homme, hein, l'homme qui avait une certaine culture, qui s'intéressait à tout. Il faut essayer de revenir à ça dans les ténèbres et les ruines que nous vivons et qui s'accumulent autour de nous. Essayer de se tenir debout, être droit et debout. Voilà, je crois que c'est l'objectif auquel il faut tendre. Et puis, comme le disait notre ami Badachi tout à l'heure, il ne faut pas rien attendre de la police et de l'armée. Il peut y avoir peut-être des exceptions individuelles, on les attend cependant. Mais dans l'ensemble, il y a un grand conformisme, un grand grégarisme. En plus, en France, il y a une tradition légaliste de ces corps constitués. Donc, il ne faut pas attendre des autres ce qu'on peut faire soi-même. C'est vrai que c'est pas soi-même à soi seul qu'on peut tout faire, mais moi il me semble que la priorité aujourd'hui c'est d'essayer de travailler déjà sur soi-même et sur les gens auxquels on peut avoir une influence, commencer par ses enfants, commencer par sa famille, peut-être éventuellement ses relations de travail, de voisinage, d'amitié, c'est déjà beaucoup, hein, par capillarité en quelque sorte. Bon, parce qu'aujourd'hui, espérer, si vous voulez, c'est tellement pourri aujourd'hui, tout est tellement pourri aujourd'hui que je serais incapable aujourd'hui de vous citer de grandes structures politiques, religieuses, associatives, sportives, auxquelles on peut faire confiance, les yeux fermés. C'est ça qui est dramatique aujourd'hui. Hein. Et là, autrefois, vous aviez encore des gens, vous pouviez les suivre. Bon, par exemple, je pense que les aventures du fascisme, je pense par exemple le Duce en Italie, bon, on peut toujours remettre telle ou telle réserve, enfin ça quand même, bon, ça a mal terminé certes, mais ça a quand même été une aventure objectivement fantastique, bon, avec un dévouement quand même des hommes, un idéal, une énergie, c'était quelque chose de magnifique. Bon, malheureusement, ils ont prévu la guerre. Voilà, mais c'était quelque chose qui était magnifique. Bon. Or aujourd'hui, c'est difficile de retrouver des forces et des personnalités publiques qui enthousiasment, qui galvanisent, qui mobilisent, précisément parce qu'il y a une médiocrité générale et qu'il y a une absence totale de principe, ou qu'il y a une contradiction permanente entre ce qu'ils disent et ce qu'est leur comportement quotidien dans leur vie privée ou même dans leur position publique. Hein, voilà, quand vous avez des mouvements politiques, encore une fois, qui ont été fondés par des antigaullistes et qui ont fait du gaullisme en permanence, c'est insupportable. Ou quand en permanence on se croit obligé de se soumettre au sionisme. Hein, alors qu'on sait très bien que c'est un poison et qu'il n'y a rien à attendre de cela. C'est une forme de trahison, quoi. Bon, c'est évident que ce n'est pas des gens qui travaillent pour l'intérêt de la France, de l'Europe et de l'Occident. C'est évident, c'est assez facile à démontrer. Bon, donc c'est triste de voir ça. Il faut se garder aussi d'une forme d'européisme. Bien sûr que l'Europe est une civilisation qui était une civilisation chrétienne, européenne, magnifique, mais il n'y a pas de nation, il n'y a pas une nation européenne, il y a des nations différentes. On est français, s'il peut y avoir un certain nombre de convergences, on est quand même d'abord et avant tout nationaliste français. Et donc ça aussi, ça a été vraiment une illusion. Et d'ailleurs, le mondialisme se sert de ça, puisque l'Union européenne, ça n'est même pas une volonté de construire l'Europe, ça détruit la France, ça détruit les nations européennes, et c'est le marchepied du mondialisme, c'est le veau d'or. D'ailleurs, je dis souvent qu'aujourd'hui, on vit 3 épisodes de l'Ancien Testament réunis. On vit la Tour de Babel, on vit Sodome et Gomorrhe, hein, il y a qu'à voir les Gay Pride et tout ça, c'est quand même effrayant de voir ça. Et la Tour de Babel, avec évidemment le mondialisme, Sodome et Gomorre, et j'avoue, là sur le coup, je ne sais plus le 3e. Mais enfin, on vit vraiment ces épisodes de manière tout à fait frappante.
Et donc, face à cela, il faut faire aucune concession sur les principes. Hein. Qu'on soit courtois sur la forme, oui, encore qu'il ne soit pas interdit d'avoir une dimension polémique. Hein. La tradition française, elle est polémique, elle est pamphlétaire. À partir du moment où on s'exprime sous son propre patronyme et à visage découvert, on peut, des personnages publics, les critiquer s'ils méritent d'être critiqués, s'ils méritent de l'être même parfois sévèrement. Je ne vois pas pourquoi on devrait se l'interdire. On a eu quand même des gens à Rivarol de la qualité de Pierre-Antoine Cousteau. Bon, c'était un magnifique pamphlétaire. Hein, et que dire de Céline aussi, qui est un pamphlétaire, et d'autres pamphlétaires de grande qualité, un Brignot par exemple. Bon, donc je vois pas pourquoi, parce que parfois il y a des gens qui me reprochent, bon, c'est vrai que parfois en me liant de la plume, je peux être un peu sévère, bon, si je choque des gens, j'en demande pardon, mais sincèrement, je le fais avec une grande sincérité, je crois une grande honnêteté intellectuelle, mais d'un autre côté, on ne peut plus rien dire, même si dans nos milieux, il faut toujours s'auto-censurer en permanence, ça devient effrayant, il faut quand même dire les choses à un moment donné. Enfin, moi, il me semble que c'est ce à quoi nous devons tendre. Sinon, à quoi sert-on? Dans ce cas-là, autant écrire à Libération au Monde, si on ne peut pas dire ce qu'on pense, hein, si on ne peut pas dire la vérité dans tous les domaines. On n'est pas là pour servir un clan, un parti ou une famille, on est là pour servir la vérité. Vous savez, je crois que c'est les premiers mots très, très beaux et très justes de Bardèche dans Nuremberg ou La Terre Promise. Je ne suis pas défenseur de l'Allemagne, je suis défenseur de la vérité. C'est tout, je veux dire, voilà. Et donc, la vérité, il faut la défendre, même si parfois elle peut être douloureuse, ou qu'elle ne correspond pas à ce qu'on aurait souhaité, forcément. Mais c'est grâce à cela qu'on avance, et c'est ce qui illumine la vie. Quelqu'un qui ment, on ne peut pas faire confiance. Un enfant qui ment en permanence, on ne peut plus lui faire confiance. Bon, ça corrode, ça corrompt tout. Hein, bon. Donc, c'est très important, la sincérité, la franchise, tout est dans l'Évangile. Hein, le Christ dit que votre oui soit oui, que votre non soit non, tout le reste vient du malin. Bon, ben, tout est dit, et je crois que c'est très important, et c'est ce qui manque aujourd'hui. Moi, c'est pourquoi j'avoue que la politique électorale, politicienne, etc., moi je n'y crois pas, parce que je veux dire, même dans des partis qui se veulent en marge du système, et puis ça fait dedans, la question n'est pas là. Le problème, c'est que ça amène à corrompre les meilleurs, finalement. Vous voyez bien ce qui se passe au Parlement européen, les affaires de financement public, la lutte pour les places, les petits croche-pieds qu'on fait pour essayer d'avancer au détriment du voisin. Moi, j'ai vu ça en permanence. Hein. Même j'ai des gens qui, au départ, étaient plein de bonne volonté, d'intention droite. L'électoralisme, ça prend tout ce que ça touche, malheureusement. Et plus encore dans un système qui repose sur l'argent, sur la dictature des médias, et on sait qui dirige les médias. Hein. On sait bien que c'est pas le beau, le bien, le vrai qui est promu, hein, qui est défendu, c'est certain. Donc, eh ben, il faut, me semble-t-il, essayer d'avoir un certain nombre de balises, non seulement de repères moraux, mais de principes politiques fondamentaux, qui sont ceux du nationalisme. Et je rappelle, le nationalisme, c'est la vie, et le nationalisme, c'est un combat. Hein, un combat d'abord contre soi-même, et un combat, évidemment, contre le système aussi, évidemment, tous les jours. Et un système, vous savez, de Maurras le disait déjà, la République gouverne mal, mais elle se défend bien. Et donc, de plus en plus, il faut faire attention à toutes les choses trappes, parce que c'est aussi la devise des parachutistes, être et durer. Moi, c'est un peu la difficulté, on est un peu sur une ligne de crête, parce que d'un côté, il faut quand même dire les choses, sinon si on fait de l'autocensure en permanence, on ne dit plus rien, on devient de la tisane, de l'eau tiède, ça n'a aucun intérêt. Mais d'un autre côté, il faut faire attention aussi, parfois, à pas trop se faire plaisir, à aller trop loin, parce que on peut arriver à la destruction du journal, ce qui n'est pas non plus souhaitable. Bon, donc c'est toute la difficulté. Je reconnais que ce n'est pas simple. On essaye, voilà, avec nos imperfections sans doute, d'essayer de tenir cette ligne de crête dans une difficulté qui va croissante. Hein, parce que de plus en plus, on est vraiment surveillé, espionné, et puis de plus, maintenant dans les tribunaux, c'est pas le franc symbolique hein, auquel on est condamné, hein, c'est vraiment des sommes colossales. Puis maintenant, ils n'hésitent plus. Ce qu'ils hésitaient à faire quand même, les magistrats d'ancienne génération, à condamner la prison ferme des gens pour des délits d'opinion, ils hésitaient à le faire quand même. Il y avait encore une certaine jurisprudence libérale dans le bon sens du terme. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Hein. Les jeunes générations qui sont au syndicat de la magistrature, qui ont été à l'école nationale de la magistrature, où chaque année il y a des stages, il y a des gens qui viennent de la LICRA, de SOS homophobie, ils sont formatés hein, de plus en plus. Hein. Ils sont formatés idéologiquement. C'est pas forcément qu'ils obéissent au gouvernement en place, c'est tout simplement, et c'est presque plus grave, c'est qu'ils sont formatés idéologiquement. Donc, si vous voulez, on apparaît pour eux comme le diable finalement. Hein. Et face au diable, on ne fait pas de cadeau, quoi. Hein, je veux dire, voilà. Donc, de plus en plus, on est confronté à cela. Mais bon, faut se battre. Hein. Il
il faut toujours se battre. Parfois, il y a des petites victoires. Parfois, on est un peu moins condamné que ce qu'on craignait. Il ne faut pas hésiter à aller en appel, en cassation s'il faut, même si c'est un coût, c'est certain. Voilà, il faut se battre. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, notre fierté, notre honneur, c'est quand même de dire les choses. Et je dois dire que j'ai été beaucoup affecté, comme vous sans doute, par la mort en début d'année de Roger Olindre, que j'ai bien connu, notamment dans son magnifique château de la Sologne, du CNC, qui était magnifique. Et je me rappelle, j'ai fait à l'époque, quand j'étais plus jeune, plusieurs universités d'été du FNJ, et souvent il faisait des discours, il y avait le lever des couleurs, il y avait, malheureusement, il n'en est pas resté grand-chose de tout cela, enfin, sauf peut-être chez ceux qui l'ont fait et qui en ont gardé le souvenir dans le cœur et dans l'esprit. Mais il nous racontait, d'or c'était une magnifique maison coloniale, cette maison, c'était magnifique. Hein. Parce que justement, on parlait du général Salan tout à l'heure, parce que beaucoup dans nos rangs aujourd'hui, du fait de cette immigration massive, insupportable, excessive, qui a tous les droits, etc., on a tendance par réaction, dans beaucoup de gens, à dénoncer la colonisation, mais c'est une grave erreur. Le problème, ce n'est pas la colonisation, c'est la décolonisation. Et la vie, c'est un combat qui n'avance pas, recule. Si ce n'est pas nous-mêmes qui colonisons les autres, c'est nous qui sommes colonisés. On voit très bien de ce qui se passe depuis un demi-siècle, où on a une colonisation en rebours dans notre pays. Mais c'est logique, si vous voulez, la vie entre nations, entre continents, entre civilisations, entre ethnies, c'est un combat souvent à la vie et à la mort, même entre les puissances européennes pendant des siècles, ça a été le cas. Et il n'y a pas de quoi s'en choquer plus que de mesure. C'est la nature humaine, c'est ainsi, c'est comme ça, il y a un instinct de survie, voilà. Et il y a toujours plus ou moins un dominant, un dominé, plus ou moins. Bon. Donc il est évident qu'à partir du moment où ce n'est pas nous-mêmes qui, par notre dynamisme démographique, par nos certitudes, par nos convictions, par notre expansion qui est envers les autres, ce sont les autres qui viennent nous envahir, voire nous détruire et nous submerger. C'est la loi de la vie, c'est une évidence. Dire le contraire, croire le contraire, c'est s'illusionner, c'est ne pas voir la vie et la nature humaine telles qu'elles sont. Donc ça, je crois qu'il faut en avoir conscience aussi. Donc, face à cela, je crois qu'il faut vraiment... Et alors là, le problème, c'est qu'on est dans la repentance, dans l'ethnomasochisme en permanence, et c'est insupportable, ça. Il faut vraiment refuser tout cela, parce que c'est vraiment... une destruction totale, et qui en plus, je dirais, n'est bonne ni pour les Français, mais elle est même pas bonne pour les immigrés, parce que dans les immigrés, vous avez de tout, vous avez des racailles, vous en avez quelques-uns qui se comportent bien aussi, et finalement, ça n'est pas une bonne chose que ceux qui se comportent mal ne soient jamais sanctionnés, ne soient jamais mis en question, etc. C'est profondément injuste et insupportable. Et donc on voit très bien que là, il y a vraiment une volonté de nous détruire et de vraiment bouleverser le sens du bien et du mal, hein, dans tous les domaines. Voilà. Alors c'est la raison pour laquelle, moi je vous invite, pour ceux qui ne le font pas, ça n'est pas une obligation, mais je pense que c'est une bonne chose, soit d'acheter Rivarol en kiosque, ce qui est bien aussi, parce que c'est bien qu'il soit affiché un peu partout. Hein. C'est un des derniers, j'aurais tendance à dire, la dernière publication papier régulière, au moins hebdomadaire, qui existe, clairement nationaliste, clairement anti-régimiste, anti-système, et qui existe depuis 70 ans, ce qui n'est pas rien, hein, qui a traversé 3 républiques, 5 ou 6 présidents successifs, et je crois qu'il faut essayer de la maintenir. Pour l'instant, elle se maintient, cette publication se maintient bien pour l'instant, mais il y a toujours le danger de procès, d'une éventuelle interdiction, on ne sait jamais. Je ne l'aurais pas imaginé il y a quelques années, aujourd'hui ils sont capables de tout. Hein. Quand je vois ce qu'ils ont fait à Soral, etc., bon, je me dis, ce qu'ils ont fait à Soral, ils peuvent le faire à nous, qui sommes beaucoup plus petits encore que lui, hein, et que son organisation. Donc tout est possible. Bon. Mais ça fait rien, il faut continuer le combat, se battre. Et puis donc, je parlais de Roger Olindre, je vais terminer par lui, qui est mort le 30 janvier dernier. Et justement, ce qu'il nous apprenait justement, c'est qu'il faut être fidèle à un idéal, à des convictions, à un combat, et qu'il ne faut pas se renier dans la vie. Il y a tellement de reniement aujourd'hui et de reptation de tous, ce qui fait que ça mène que du dégoût et du mépris. Comment voulez-vous avoir de la considération pour des gens qui un jour disent blanc, le lendemain disent noir, et le troisième jour disent gris? Et justement, ce que j'aimais chez Olindre, moi je trouvais qu'Olindre, il ne préparait jamais ses discours. Moi je ne l'ai jamais vu griffonner à l'avance quelque chose avant de parler. Il parlait avec son cœur, avec ses tripes, bien sûr, avec
son cerveau aussi, et c'était magnifique, il galvanisait les foules, parce que les gens sentaient qu'il y avait une sincérité, une honnêteté, et que sa vie était en conformité avec ce qu'il pensait, ce qu'il avait vécu. Il a une vie très riche, hein, de soldats, de baroudeurs, de grands reporters, etc. Mais toujours avec une grande fidélité à la France, à l'Empire français. Et la leçon qu'il faut en tirer, c'est que dans la vie, et Dieu sait que c'est rare aujourd'hui dans la zone de notre temps, il vaut mieux se donner que se vendre, hein, il vaut mieux, en quelque sorte, aimer qu'être aimé, il vaut mieux servir que se servir, hein, ce qui est le cas de beaucoup de gens, qu'il vaut mieux résister que céder, qu'il vaut mieux se sacrifier que se renier, et qu'il vaut mieux mourir que trahir. Merci beaucoup.